j'étais petite, j'avais un rêve. Je voulais être danseuse, comme beaucoup de petites filles. Mais vraiment pour moi, la danse, elle était essentielle, vitale, nécessaire. Je passais mon temps à danser. Je me souviens même que dans notre appartement, pour passer d'une pièce à l'autre, je virevoltais, ce qui faisait d'ailleurs beaucoup rire ma grand-mère. Je me levais danse, je mangeais danse, je dormais danse. La danse, c'était toute ma vie. Alors, tant que ça restait une petite passion comme ça à côté, ça posait pas trop de problèmes. Mais quand en classe de 3e, à la période sacro-sainte de l'orientation des classes, ma conseillère d'orientation m'a posé la question « Et toi, tu veux faire quoi plus tard ?» Moi, j'ai dit « Je veux danser, je veux être danseuse. » Dans mon entourage, plus ou moins proche, et pour un tas de raisons tout à fait entendables, on n'était pas très d'accord, ni très partant à l'idée de cette lubie. On me disait la danse, c'est un métier. Hein. Toi, Gaëlle, si brillante à l'école, non. Toi, t'es une intello. Et surtout, cette phrase que j'ai vécue comme assassine, et franchement, t'as pas le corps et le physique d'une danseuse, hein. Avec ta cambrure, toi, t'as la poitrine à Paris, les fesses à Orléans. Donc, le problème, c'est le corps. Le problème, c'est mon corps. Alors, autant vous dire qu'à l'adolescence, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, je suis au top. Collectionneuse de complexes. Poussée par toutes ces injonctions, je ferme la porte d'un rêve. Et je me conforme. Je construis mon identité sur cette idée, sur cette croyance que je ne peux pas être danseuse parce que je n'ai pas le corps et que mon point fort à moi, c'est l'intellect. Et c'est souvent ce qui se passe avec les enfants. Si vous dites par exemple à Alexandre, mais toi de toute façon t'enchaînes colère sur colère, t'es un gamin colérique, hein, c'est pas possible ça. Ou à Sidonie, ma chérie, alors toi, qu'est-ce que t'es drôle. Plus tard, tu seras comique. Ou encore à Karim. Ouais, ben bon, vraiment, tête en l'air, quoi. T'es un gamin, tête en l'air, point final. Qu'est-ce qui se passe? Vous collez une étiquette à l'enfant. Et l'enfant, bien souvent, par peur de ne plus être aimé, eh bien, il se conforme. Il devient en émotion, en comportement, précisément cette étiquette. Alors, en ce qui me concerne, vous allez voir, je pousse le truc à fond. Je passe un bac S, scientifique, celui avec lequel ma conseillère d'orientation me dit « on peut tout faire ». Je fais les classes préparatoires aux grandes écoles, Hippocagne, Cagnes, et puis je quitte ma Lorraine natale, direction Paris, la capitale. Non pas pour être danseuse, hein. Non. Je fais un doctorat de littérature sur la littérature et la danse. Alors, c'est pas nécessairement des années de souffrance, mais je sens bien qu'au fond, il y a quelque chose qui cloche. Je suis pas tout à fait à ma place. Puis vient le jeune âge adulte, les découvertes, les voyages, les rencontres. Et on sait à quel point certaines rencontres peuvent être déterminantes dans notre parcours. J'ai la chance de partir à l'autre bout du monde, en Asie du Sud-Est, aux Philippines. Et aux Philippines, je rencontre Archie. Archie, il est professeur de danse, chorégraphe, et il m'initie à la danse traditionnelle nationale, le tinikling. Alors le tinikling, c'est une danse qui porte le nom d'un petit oiseau, le tikling, et la légende raconte que ce petit oiseau doit éviter les pièges qu'on lui tend parmi les tiges de riz. Au niveau de la danse, 2 percussionnistes tiennent des tiges en bambou, se font face, les tapent sur le sol ou l'une contre l'autre, pendant que des danseurs, 2 généralement, évoluent parmi les tiges de bambou, en essayant de ne pas se faire croquer les pieds. Une danse, en somme, où il faut éviter les obstacles. Intéressant. À la fin de la danse, Archie pose ses mains sur mes épaules, me regarde droit dans les yeux et me dit « Gaëlle, you're a really good dancer. Gaëlle, tu es une excellente danseuse. » Alors là, c'est l'électrochoc. Je suis complètement perdue. D'un côté, on me dit que je ne peux pas être une danseuse parce que je n'en ai pas le corps, et de l'autre, que je suis une très bonne danseuse. Qui croire ? Qu'est-ce que j'ai expérimenté au juste avec Archie ? Ça voudrait dire qu'on n'est pas seulement ce que les autres disent de nous ?
On pourrait changer de perspective ? Dans ce cas, qui décide alors ? Et si c'était moi ? Est-ce qu'on pourrait aller au-delà des croyances limitantes que l'on a sur nous-mêmes ? Et si oui, comment ? Et cette question, elle tourne en boucle dans ma tête. Et plus elle tourne, plus j'y réfléchis, plus je vois qu'elle est partagée par d'autres. Ce jeune homme, qui voulait être avocat, mais à qui on a dit qu'il était dyslexique. Cette jeune femme qui voulait être médecin, mais à qui on a dit qu'elle était nulle en maths. Cet attaché de presse qui voit son rêve avorter parce qu'elle est trop timide. Ou ce jeune homme qui passe ses journées dans un travail qu'il déteste parce que sa croyance à lui, c'est un travail, c'est uniquement fait pour gagner de l'argent. Alors, je mène l'enquête. Je me plonge corps et âme dans les outils du changement, les outils psychocorporels notamment. Alors ce trajet, c'est le mien. Peut-être que si nous étions partis dans le même pays, nous ne serions pas passés par les mêmes villes. C'est juste une proposition. Première escale, en pays sophrologie. Je découvre la respiration, le rythme de l'inspire, de l'expire, le souffle, qui est tout le temps là, de notre naissance jusqu'à notre mort, et qui fait que tout bouge tout le temps à l'intérieur. La sophrologie m'apprend également la détente, le relâchement musculaire, à apaiser mes tensions physiques mais aussi psychiques. Et je découvre la visualisation, cette capacité formidable que nous avons tous d'imaginer des contenus, mais pas seulement les imaginer, les ressentir. Par exemple, là tout de suite, on pourrait imaginer une plage, la voir, entendre le remous des vagues, sentir le vent qui caresse délicatement notre visage, le sable chaud sous la peau, et peut-être prendre le temps d'une inspiration pour prendre tous ces contenus agréables et, à l'expire, les diffuser dans notre corps. La sophrologie m'apprend à avoir un nouveau regard sur l'existence et à accueillir mes sensations comme elles sont, sans les juger. Je découvre la méditation de pleine conscience, la mindfulness, la méditation de pleine présence. Grâce à elle, j'apprends à être dans l'expérience du moment présent, ici et maintenant. J'apprends aussi que je pense tout le temps et que je ne peux absolument pas arrêter de penser. 60 000 pensées par jour en moyenne. Par contre, je peux faire un petit pas de côté, laisser passer ces pensées et ne pas les suivre, ne pas les charger. J'apprends à faire un pas de côté par rapport à mes conditionnements et par rapport à mes jugements, qui sont souvent très durs sur moi-même. Grâce à la méditation, je deviens plus autonome, plus libre. Je découvre également la psychologie positive, qui m'apprend à travailler dans le plein, dans ce qui est déjà là, plutôt que d'aller chercher quelque chose que je n'ai pas encore. La psychologie positive m'apprend à prendre conscience de mes forces, de mes compétences. Et tout ça, ça me bouge, ça me change. Et plus ça me change, plus ça me rend heureuse. Et plus ça me change, ça me rend heureuse, ça change aussi les autres autour de moi comme une joyeuse contagion. Parce que nous sommes tous interdépendants. Si j'étais arrivée tout à l'heure d'un pas lourd, le visage visiblement très agacé, peut-être que notre relation ne serait pas la même. Interdépendant. Je pratique sans relâche ces outils, je les incorpore et j'en fais même mon métier, je deviens une experte. Je me forme à la sophrologie, à la méditation de pleine conscience et j'en fais mon métier. Et s'il y a un endroit où j'ai envie, où je trouve pertinent de bouger les lignes, c'est l'éducation. Et il se trouve qu'en 2015, dans ma ville, on me propose d'intervenir. On cherche une personne qui a la double compétence en sophrologie et en méditation de pleine présence. Et oui, petite précision qui a son importance, j'habite à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, un territoire qui n'est pas spécialement réputé pour sa pratique active de la pleine présence et de la détente. La proposition, c'est d'intervenir en milieu scolaire, dans un collège. On a remarqué chez les élèves un manque d'attention, un manque de concentration, une grande impulsivité,
qui gênent les apprentissages classiques et occasionnent des situations de grand stress, de grande violence aussi. Le projet, c'est également d'évaluer, par une recherche scientifique, l'impact de ces deux techniques, la sophrologie et la méditation, en fonction de l'âge des élèves. Alors je peux vous dire que là, la petite intello, le côté recherche scientifique, elle est contente. Mon envie à moi, c'est de travailler avec tous les éléments du système. Les élèves, les enseignants et les parents. Mais au départ, il faut bien avouer que les adultes sont un petit peu frileux à l'idée de ces pratiques qui jouissent encore d'une mauvaise réputation en 2015. On pense que la sophrologie est un peu trop sectaire et on se demande bien ce que la méditation va faire à l'école. Qu'à cela ne tienne, je commence avec les élèves. Nous organisons des ateliers sur la pause méridienne. Alors autant vous dire que quand j'arrive, ils ne sont pas assis en posture du lotus, les yeux fermés. Comment ça se passe ? Par une rencontre. Je négocie avec l'établissement de rencontrer les élèves, qui sont donc obligés de venir. Et dans cette rencontre, je présente les techniques, je me présente et nous pratiquons. Les élèves, à l'issue de cette présentation, peuvent ou non s'inscrire en pleine conscience aux ateliers. Dans ces ateliers, nous apprenons des exercices, des techniques de respiration, à sentir notre corps. Et nous pratiquons d'autres compétences comme l'empathie, la gratitude. Car oui, tout comme la confiance en soi, l'estime de soi, l'empathie et la gratitude, ça s'apprend. Par exemple, nous terminons chaque atelier, nous sommes installés en cercle par un partage d'un petit moment agréable de la journée. Je vous invite à faire ça en famille, si vous avez des enfants, ou entre adultes, peut-être au moment du dîner, par exemple, de partager chacun un petit moment agréable de votre journée. À l'issue de la première année, les élèves expérimentent des changements. Et les adultes, eux, observent ces changements. Moins de bagarres, moins de conseils de discipline, une meilleure attention et un meilleur accueil des émotions. Et ça donne envie aux adultes de s'y mettre. Donc la deuxième année, nous proposons un atelier de pratique pour les enseignants et aussi des découvertes pour les parents lors de portes ouvertes, de cafés des parents. Et on va même plus loin. On propose une formation aux enseignants pour faire descendre ces techniques dans les classes en complément des apprentissages classiques. C'est donc tout le système qui se retrouve impacté. C'est pas toujours simple. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de perspicacité. Et il y a des moments, je me sens plutôt comme une dompteuse de lion, vous voyez. Je me souviens d'ailleurs d'une classe de 4e. Nous en étions à la 6e séance sur les 8, autant vous dire à la fin du programme. Et le jour de l'atelier, j'arrive et la situation est totalement incontrôlable. Ça crie, ça s'insulte, ça saute partout. Et là, je prends conscience que mes outils, eh bien, ils ont leurs limites. Je suis vraiment complètement démunie. Qu'est-ce que je fais ? J'accueille déjà le fait que je ne peux pas gérer cette situation. Je ne sais pas comment faire. Et je m'installe. Je pratique. Au bout de 45 minutes de pratique, les 45 minutes les plus longues de toute ma vie, un élève s'assoit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et à la fin, nous sommes tous en présence pendant 10 secondes. Victoire. Ce jour-là, j'apprends quelque chose d'essentiel. C'est que bien sûr, sophrologie, méditation et toute autre technique, mais ce qui compte, c'est avant tout la façon dont nous les incarnons. Notre présence, notre déontologie, notre authenticité, notre exemplarité aussi. Actuellement, ce projet continue d'évoluer. Nous formons des élèves ambassadeurs dans chaque classe ainsi que des enseignants pour que ces façons d'être, ces techniques se transmettent dans les générations à venir. Et ça fait tache d'huile sur le département puisque des écoles élémentaires, des lycées
pratique également la sophrologie et la méditation en Seine-Saint-Denis. Alors, que nous apprenne cette petite fille qui voulait être danseuse, cette expérience de méditation, de sophrologie en Seine-Saint-Denis? C'est que même dans l'espace le plus contraint, il y a toujours des choses qui dépendent de nous. Et c'est là, précisément là, que se situe notre marge de liberté. Il ne s'agit pas de grands changements, de commencer par soi pour, petit à petit, changer autour de soi. Pas à pas, un peu comme des colibris, petit à petit. Moi, c'est ce que j'appelle danser sa vie. Et vraiment, je vous souhaite du fond du cœur, pourquoi pas, à vous aussi, de danser votre vie. Et c'est maintenant. Je vous remercie infiniment de votre écoute et du fond du cœur, merci.